Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'inflation est-elle le nouveau virus? La question se pose en raison de l'actualité, mais aussi de son impact sur votre vie financière et votre vie quotidienne. Effectivement, l'inflation vous concerne plus que vous ne le croyez. Il y a des risques cachés qui sont dans le système financier, qui sont liés au développement de l'inflation. Ensuite et enfin, je ferai des prévisions d'ici 1 an, 2 ans, en m'appuyant sur des experts reconnus. Et je pense que ça peut être très utile pour vous et pour vos choix. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marc Gentilhomme, auteur, chercheur en finance. J'ai un passé d'une vingtaine d'années comme consultant dans des groupes bancaires et financiers, mais j'ai été aussi conseiller financier pendant 15 ans. Je donne ici des opinions, des informations, et je ne fais pas de conseil financier personnalisé. Alors, est-ce que l'inflation vous concerne? Déjà, au niveau global, on constate que les gros titres des journaux ont bien changé. Il y a encore 2 ans, quand je commençais à en parler, personne ne voyait poindre l'inflation. On était dans des niveaux très bas, plutôt avec des risques inverses de déflation. Et aujourd'hui, depuis quelques mois à peine, on s'aperçoit que l'Allemagne est sur un rythme de 2% et demi, que les États-Unis seraient sur un rythme de 4% annuel d'inflation. Et petit à petit, même les grands journaux financiers nous disent que les banques centrales ont peut-être perdu la bataille du contrôle de l'inflation. Concernant la France, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'INSEE nous annonce au mois de juin un rythme de 1,5% annuel, qui est quand même en hausse. Est-ce que c'est compatible avec votre ressenti quand vous faites vos courses alimentaires, mais aussi vos dépenses d'essence? La facture de gaz, je prends cet exemple parce qu'il est symbolique, qui augmente de 10% le 1er juillet. Et puis toute une série de postes de services qui sont très coûteux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous sentez un décalage profond entre les statistiques officielles et puis l'inflation que vous vivez. Et l'inflation que vous vivez, c'est le pouvoir d'achat de votre monnaie et de ce que vous gagnez. Mais allons plus loin. Certes, un pouvoir d'achat, je venais de le dire. Mais aussi, et c'est là-dessus que je voulais vous alerter, est fait sur la performance de vos placements. Et si vous voulez bien m'accompagner pendant toute la vidéo, vous aurez en fin de vidéo des opinions d'experts indépendants tout à fait intéressantes et quelques prévisions utiles. Concernant la perte de contrôle des banques centrales, on voit qu'elles sont en train de nous raconter que l'inflation est transitoire, que c'est un passage, que c'est dû notamment aux effets du Covid et des effets de pénurie et de tension sur les chaînes de production. D'autres collègues ou des auteurs économiques, je vous mets des liens en description dans la vidéo, pensent en revanche que l'inflation risque d'être durable et structurelle, et que donc ça va non seulement impacter votre porte-monnaie, mais aussi durablement vos placements. Alors justement, pourquoi, comment, voyons ça ensemble. Dans les années 60-70, on a vu les taux d'intérêt flamber jusqu'à des 18% en 1984-85. Et puis on a eu un cycle d'une trentaine d'années où au contraire on est passé de 18 à 0. 0,25 pour ce qui est des fonds officiels américains. Aujourd'hui, on est peut-être arrivé en bout de course de ce cycle parce que comme l'inflation repart, je vous le disais tout à l'heure, les créanciers qui sont rémunérés par un taux d'intérêt voudront peut-être des taux d'intérêt plus élevés. Et là, il y a des témoignages assez stupéfiants qui corroborent ce que j'explique dans d'autres vidéos. Quand un cycle est très long et qu'il est toujours dans le même sens, 20 ans de hausse, 30 ans de baisse, eh bien les personnes qui vivent le cycle dans un sens pensent qu'il n'y a pas de cycle, qu'en fait c'est une donnée permanente. Et par exemple, le PDG de BlackRock c'est le plus gros gestionnaire de fonds de pension américains dans le monde, et le PDG de BlackRock dit lui-même qu'il y a toute une série de gens qui n'ont connu que la baisse des taux d'intérêt. Et donc on ne saura pas du tout comment ils vont vivre un choc s'il y a un choc monétaire et une flambée des taux d'intérêt, parce qu'ils n'y sont pas du tout préparés psychologiquement. Cette fuite en avant, je vous l'ai déjà souvent décrite, notamment dans une vidéo de fin d'année dernière, tournant monétaire, mais aussi sur la situation des banques. Et puis les sommes, elles sont considérables, elles commencent à nous mettre la puce à l'oreille. Les sommes de monnaie créées par bouton, par clic de souris, c'est 9000
milliards de dollars lorsqu'on cumule depuis 1 an et demi, mais seulement depuis 1 an et demi, la création monétaire de la Banque fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon. Ces 9 000 milliards, l'article que je vous montre les rapporte au montant de la valeur de l'or détenu dans le monde, qui est de 12 000 milliards. Donc finalement, en 1 an et demi, on a réussi à créer les 3/4 du stock d'or existant. L'article qui porte notamment sur les crypto-monnaies compare aussi cette création monétaire aux crypto-monnaies. On va s'apercevoir que la valeur des crypto-monnaies, elle est d'environ 1400 milliards de dollars. Autrement dit, le rapport est de 1 à 6. C'est-à-dire que les banques centrales occidentales et japonaises ont créé 6 fois le marché des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Et puis surtout, ce que je voudrais rappeler, parce que c'est l'intérêt des placements alternatifs que je suis, c'est que l'or et les crypto-monnaies, l'or, l'argent, les métaux précieux et les crypto-monnaies ont un point commun. C'est que par définition, ils sont rares parce qu'on ne fabrique pas d'or par clic de souris, et un certain nombre de crypto-monnaies ont une quantité d'unités absolument fixe et définitive dès le départ. Je prends pour exemple le Bitcoin. Le Bitcoin est fixé à 21 millions d'unités irrévocablement, et donc on ne pourra pas en créer par la suite plus, et donc d'évaluer la rareté relative du Bitcoin. Donc ça, c'est un élément de différence fondamentale entre les monnaies occidentales et les crypto-monnaies et l'or d'autre part. Alors, le risque aujourd'hui, en juillet 2021, pour dans les 6 mois à venir ou l'année à venir, c'est que dans tout système fragile, vous êtes exposé à un choc. Alors, ce choc peut être externe, il peut être naturel, d'ailleurs ça peut être une catastrophe, ça peut être aussi une faillite d'entreprise, parce que le système financier, il est fondamentalement dans l'interdépendance de ces acteurs en permanence. Donc les banques centrales risquent d'être appelées à nouveau à créer encore de la monnaie si jamais il y avait un choc de ce genre. Mais ce choc de ce genre, notamment boursier, pourrait à un moment donné créer carrément une perte de confiance dans la monnaie. Je suis l'actualité et j'ai des repères, notamment lorsque certaines personnes parlent. Là, j'en ai sélectionné 2 parce que c'était très frappant et je pense que c'est très utile. Le premier est Albert Edwards, chief strategist, je ne sais pas si je le dis bien, à Londres, à la Société Générale, et il fait autorité. Parce que c'est quelqu'un qui fait rarement des communications, qui justifie ce qu'il explique et qui prend des positions indépendantes. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si les banques centrales continuent leur fuite en avant monétaire, et notamment s'il y a des bulles successives, et d'après lui, il y en a sur les marchés boursiers et sur l'immobilier, eh bien cette fuite en avant va créer une défiance vis-à-vis de la monnaie. Et à ce moment-là, il dit d'une façon très concrète que l'or et les crypto-monnaies dépasseront 100 000 dollars. Donc effectivement, ces chiffres astronomiques sont totalement liés à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire à la création astronomique de monnaie, les fameux 9 000 milliards, qui ont représenté en une seule année déjà 6 fois le montant du marché des crypto-monnaies. J'ai repéré aussi Robert Kiyosaki, alors d'abord parce que je le suis depuis des années. Robert Kiyosaki est un gestionnaire de patrimoine, conseiller gourou en développement personnel américain qui a une immense notoriété et qui l'a acquise notamment grâce à un best-seller qui s'appelle Père riche, Père pauvre, que je vous recommande. Et Robert Kiyosaki prédit alors le plus grand crash de l'histoire mondiale, bon ça nous rassure, on est très content, mais surtout en contrepartie, exactement ce que disait Albert Edwards tout à l'heure. D'abord, aujourd'hui, on a une ruée sur certaines belles villes de province et sur des maisons du fait du Covid et de la délocalisation de Paris. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire des prix qui augmentent beaucoup parce que l'offre est rare et que, par définition, l'immobilier est considéré par les Français comme un bon placement. Je voudrais juste remarquer que c'est peut-être un bon placement parce que les prix ont beaucoup monté dans l'immobilier depuis 20 ans, et que ces prix qui ont beaucoup monté, ils sont parfaitement à l'inverse de la baisse des taux d'intérêt. Autrement dit, un des carburants de la hausse de l'immobilier, comme dans tout marché qui monte, il faut des carburants, ça a été le coût du crédit. Le coût du crédit immobilier, il a beaucoup baissé. Il se pourrait que la tendance soit en train de s'inverser. Au niveau des marchés boursiers, même chose, on a parlé de bulles tout à l'heure, ils ont considérablement monté. Est-ce qu'à un moment donné, les marchés peuvent soudainement
prendre conscience de ce risque d'inflation. L'épargne financière courante, elle est rémunérée à 1% grosso modo ou un peu plus dans les fonds d'assurance vie classiques en sécurité, à 0,5 sur le livret A, je pense, et à 0 dans vos comptes bancaires, mais peut-être qu'un jour, certaines banques, et ça commence, vous demanderont une rémunération pour juste conserver votre argent. Donc là-dessus, moi je dis qu'il y a une possibilité de mettre une part d'épargne, bien calibrée, peut-être limitée au départ, sur des placements plus mobiles, plus liquides, et des placements qui, en fonction des opinions qui ont été données tout à l'heure, peuvent s'orienter de façon, je dirais, alternative vers des solutions qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que vous ne le croyez peut-être. Alors bien sûr, les grands réseaux bancaires et financiers ne vont pas vous inciter à acheter de l'or, ils ne vont pas vous conseiller spécialement d'acheter des crypto-monnaies. J'ai aussi, grâce à des outils d'analyse graphique, pu donner des pronostics ou en tout cas des opinions sur l'évolution des marchés. Par exemple, les crypto-monnaies, le 22 novembre dernier, dans une vidéo, j'avais décrit la possible hausse bien au-delà des 20 000 $ et on les a franchis allègrement. Et puis, depuis plusieurs années, je signale la hausse structurelle de l'or, à la fois dans un livre que j'ai coécrit en 2003 avec un analyste technique, et puis récemment encore en 2018 et en 2019. Donc je ne suis pas dans une logique de coût, je suis dans une logique de réflexion et d'étude, mais quelque part cela débouche pour moi, et c'est l'intérêt, sur des actions pratiques. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, cela me fait plaisir et cela m'encourage à poursuivre votre information. Pour toute question et demande complémentaire, n'hésitez pas, retrouvez-moi sur mon site marcgel.com et puis envoyez-moi des mails, des questions, des opinions et faites aussi des commentaires sur cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, merci.